et puis on y répondra au fur et à mesure de la présentation. Enfin, il y aura tu vas expliquer des moments où on répondra à vos questions. Ouais, j'ajoute juste que je viens de démarrer l'enregistrement du webinaire, de la présentation. Oui, Manon. Oui. Bonjour, je suis Manon Squadrelli, je suis nouvelle technicienne en géosciences et géomatique du BRGM Réunion. Et c'est moi du coup qui sera en charge des demandes qui arriveront sur le Duplo de la Réunion. Merci Manon, merci Sébastien. Bien, écoutez, on va démarrer sans plus tarder. Je vais partager mon écran. Donc si c'est OK, peut-être me dire si c'est bon, Ouais, Sébastien. on voit bien ta présentation, tu peux y aller. Parfait, merci. Donc, comment va se dérouler déjà le webinaire, hein, je vais le rappeler, c'était indiqué dans l'invitation, mais on a 3 temps. Un temps là, de présentation rapide des outils donc sous format de PowerPoint, et puis un temps de démonstration du portail Duplo et un temps de démonstration sur l'outil Dialogue. Sachant que entre chacun de ces temps-là, on va prendre le temps de répondre à vos questions et remarques que vous écrirez dans le chat. Donc, n'hésitez pas surtout à l'utiliser pour faire part de toutes vos questions, remarques et autres. Alors, Duplo Dialogue, de quoi s'agit-il? Donc, Duplo, c'est l'acronyme pour déclaration unique pour les ouvrages souterrains. C'est un portail de télédéclaration au titre des forages, hein, au titre du code minier. Donc, c'est un outil administratif qui a pour but de faciliter les échanges entre les pétitionnaires et les services de l'État, en l'occurrence l'ADAL surtout. Et c'est également une porte d'entrée vers l'outil Dialogue et donc vers la BSS pour bancariser les forages. Et donc Dialogue, c'est l'applicatif web technique qui permet la description des forages. C'est ce qui vient remplacer donc le logiciel gratuit GS4 que le BRGM avait développé dans les années 2000. Et donc c'est une brique technique qui est interfacée donc avec Duplo en ce qui vous concerne, mais également avec TeleGMI, pour ceux qui font de la géothermie de minime importance, et avec d'autres applications en interne chez nous, BRGM. Donc voilà, c'est l'objectif, hein, ces 2 outils-là permettent de fluidifier les échanges entre les services de l'État, les pétitionnaires et le BRGM. Et donc l'origine de ce projet Duplo, ça partait de plusieurs constats, hein, le fait que les 18 régions avaient jusqu'ici chacune son propre formulaire de déclaration. La plupart du temps, c'était encore au format de PDF. Et puis, aussi une complexité de la réglementation qui génère une perte d'identité des ouvrages avec, pour un certain nombre d'entre eux, le fait qu'ils soient connus seulement de certaines administrations, mais pas forcément bancarisés et associés à un numéro BSS pour le BRGM. Donc, l'ensemble de ces constats a fait naître ce projet de Duplo, à la fois pour uniformiser les modalités de déclaration des forages au titre du code minier, et évidemment sous un format dématérialisé. Donc tout ça pour concourir aussi à la simplification des procédures, des procédures administratives. Et puis du coup également de fluidifier la bancarisation des ouvrages en BSS. C'était aussi l'occasion de fournir à la fois aux services de l'État et aux pétitionnaires des fonctionnalités et des services intéressants sous format de suivi d'activité. Là, il y a un tableau de bord qui permet ça. La possibilité d'exporter aussi ce tableau de bord, donc de s'en servir donc pour vos reporting ou autres, et de générer également des récépissés, d'envoyer des notifications de manière automatique. Donc ça c'est ce que permet ce format dématérialisé. Côté pétitionnaire, donc on a également adossé les Duplo à l'applicatif web Dialogue. On va y revenir après en plus en détail dans le cadre de la démonstration, mais en quelques mots, hein, Duplo, ça a été pensé pour
être un portail ergonomique, donc une interface vraiment simple et facile d'accès, avec un minimum d'étapes pour la déclaration et des fonctionnalités qui font qu'on gagne du temps et qu'on puisse gérer facilement des cas plus complexes comme des déclarations multi-ouvrages. Donc on va y revenir. Côté dialogue, c'est la même chose, hein, une interface pensée pour être plus fonctionnelle et plus lisible que ce qu'était GSport, et également des fonctionnalités enrichies et modulaires, donc on en reparlera également. Alors, comment fonctionnent un peu ces deux outils? Donc, ça, c'est un logigramme qui vous explique en quelques mots comment ça s'articule. Donc, vous avez ici Duplo, donc avec une page d'accueil et donc le bouton de connexion. Donc, c'est à cet endroit-là qu'évidemment, vous pouvez vous créer un compte si ce n'est pas déjà fait. J'ouvre une parenthèse, mais qui est importante. La création de compte, on vous suggère très fortement qu'il soit générique, ce compte, et non pas nominatif. Aussi bien pour vous que pour nous, c'est plus simple à gérer. Si vous avez 10 comptes génériques dans une entreprise, 10 comptes nominatifs dans une entreprise, ça va être tout de suite très compliqué d'avoir une vue globale de l'activité de déclaration, alors qu'un seul compte générique avec un seul mot de passe permet à plusieurs collaborateurs d'y accéder et d'opérer sur ce portail. Et de la même façon, côté service de l'État, le compte générique évite aussi des pertes d'informations si jamais votre collaborateur change de service ou voilà, déménage. Donc, du coup, ça ferait une perte d'informations si on ne peut plus accéder à son compte. Donc, utiliser un compte générique, c'est d'une manière ou d'une autre, c'est quand même beaucoup plus simple. Une fois que vous êtes connecté, la première page à laquelle vous accédez, il s'agit du tableau de bord, qui est très similaire entre les profils, qu'on soit déclarant ou service de l'État. L'idée, c'est de voir d'un seul coup d'œil l'activité de forage, l'activité de déclaration. Si vous êtes déclarant, donc c'est toutes les déclarations que vous avez déjà faites ou celles qui sont en cours de réalisation. Et service de l'État, selon votre périmètre administratif, vous verrez les déclarations qui vous concernent. À partir de ce tableau de bord, quand on est déclarant, un profil déclarant, on peut donc démarrer une nouvelle déclaration. On va donner des caractéristiques à cette déclaration, notamment quel est l'objectif du ou des ouvrages concernés. Et puis ensuite, on va associer cette déclaration à un ou plusieurs ouvrages avec leur localisation, leurs caractéristiques techniques. Donc, suite à ces deux étapes majeures, on a un récapitulatif qui vient donc synthétiser l'ensemble des informations saisies. Et ce récapitulatif permet soit d'accéder à Dialogue pour associer la déclaration avec des éléments prévisionnels. Si vous souhaitez, par exemple, associer la déclaration avec une coupe géologique ou une coupe technique prévisionnelle, vous pouvez le faire à ce niveau-là. Et sinon, c'est évidemment la page récapitulative permet donc de transmettre la déclaration. Donc il y a un bouton transmettre et actuellement ce bouton transmettre permet donc pour effet plusieurs actions. D'une part, ça va actuellement générer des codes BSS pour les ouvrages déclarés. Bon, je reviendrai, mais ce point-là est en train de changer. Mais ça va aussi générer un récépissé automatique format PDF de votre déclaration. Et ce récépissé est envoyé sous forme de notification par mail au service de l'État, donc évidemment à la DEAL, mais éventuellement à d'autres services de l'État qui se seraient inscrits, qui auraient créé un compte sur le territoire concerné, en l'occurrence la Réunion. Et à tous les acteurs également tous les acteurs mentionnés dans la déclaration. Si vous êtes foreur et que vous avez pour ce projet de forage déclaré un maître d'ouvrage, donc par exemple, ce maître d'ouvrage sera également notifié.
Une fois transmise, hein, il y a deux possibilités. Soit vous allez abandonner le projet parce que ça ne se fera pas, soit le projet se fait et donc il y a un rapport de fin de forage à établir. Dans les deux cas, vous reviendrez au tableau de bord initial. Et soit vous verrez, on verra dans la démonstration, mais soit on abandonne, on annule le projet de forage, soit on le finalise. Et le finaliser, il y a deux possibilités. Soit on dépose un rapport de fin de forage qui est fait de votre côté par vos propres moyens, ou alors on accède à Dialogue pour construire ce rapport de fin de forage dans l'outil Dialogue. C'est l'avantage de passer par Dialogue, il est que d'un point de vue bancarisation, c'est beaucoup plus efficace. Ça évite toute une phase de ressaisie de notre côté et ça permet donc sa bancarisation en BSS. Et de la même façon, le rapport de fin de forage, qu'il soit déposé en format PDF ou réalisé avec Dialogue, génère une notification aux mêmes acteurs ainsi qu'à la BSS pour informer que le dossier est finalisé côté Duplo. Donc aujourd'hui, hein, ça fait maintenant 2 ans, même 2 ans et demi, hein, on peut dire que Duplo est lancé. Donc initialement dans des régions pilotes en Normandie et Centre-Val-de-Loire, en métropole. On a aussi accompagné ce déploiement avec des tutoriels vidéo, une foire aux questions, un support utilisateur. Donc voilà, donc aujourd'hui on en est à plus de 6000 déclarations, dont près de 40% sont finalisées. Il y a plus de 1800 comptes utilisateurs et aujourd'hui c'est le 17e webinaire de présentation des outils. Donc voilà, donc depuis le 1er janvier, la couverture métropolitaine est totale et on a également en Outre-mer la Guadeloupe et donc aujourd'hui la Réunion qui rejoint les départements et régions Outre-mer qui ont déployé Duplo, à savoir que un déploiement pour Mayotte est prévu au 1er octobre. L'outil Dialogue a été adapté et branché aussi à la télé-GMI pour les acteurs qui sont concernés. Cette année 2023, on prévoit donc de finaliser le déploiement dans les régions Outre-mer et de mettre en place la déclaration des forages domestiques dans l'outil Duplo. Donc cette déclaration forage domestique, c'est aujourd'hui un CERFA qui relève donc du code des collectivités territoriales. Et donc, ce schéma déclaratif, cette déclaration forage domestique va être implémentée dans l'outil Duplo et donc devrait être déployé d'ici la fin d'année. On est aussi en train de travailler sur une refonte de l'outil Dialogue pour essayer pour le rendre indépendant. Donc ça sera sans doute réalisé en 2024 et donc permettre en fait aux foreurs de commencer à travailler leur projet dans Dialogue avant de le déclarer sous Duplo. Et puis donc depuis le mois de mars, on a un nouveau support utilisateur et qui est donc avec des ressources humaines dédiées vraiment au support sur Duplo. Et donc, on a gagné énormément en réactivité sur ce point de vue-là. Bien. Donc, avant de faire la démonstration du portail, je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Non, pour l'instant, il n'y a pas eu de questions de poser d'un point de vue administratif. C'est vrai que d'habitude, sur cette première partie, on a des petites questions, mais non. Enfin, il y a eu juste une petite question, mais à laquelle j'ai répondu dans le chat. Ah oui, effectivement, oui, le code BSS. Oui. Donc la BSS, donc la banque de données du sous-sol, c'est une banque de données qui est gérée par le BRGM donc depuis plus de 50 ou 60 ans. Ça fait très 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 longtemps, évidemment initialement en format papier, mais depuis maintenant une vingtaine d'années au format numérique. Et donc elle a pour vocation à capitaliser toutes les
les données liées à des forages, enfin tous les forages et leurs données liées au code minier, donc au-delà de 10 mètres de profondeur. Et donc ces outils Duplo et Dialog ont pour objectif de faciliter la collecte et la bancarisation de ces informations-là. Et les pétitionnaires, donc c'est une question, c'est un terme générique pour déclarants, donc il s'agit généralement des foreurs, mais ça peut être également des bureaux d'études, qui sont dont le rôle effectivement est de s'assurer que leur activité de forage est réglementairement dans les clous, si je peux dire ça comme ça. Donc effectivement, cet outil Duplo, il est uniquement au titre du code minier. Donc c'est vraiment pour répondre à cet article du code minier qui impose une déclaration pour tout ouvrage supérieur à 10 mètres de profondeur. Et la nouveauté, c'est que cette année, on va étendre le périmètre administratif de Duplo au forage domestique. Donc, le forage domestique, c'est tous les forages, donc avec les forages d'eau à usage domestique, c'est-à-dire d'un volume inférieur à 1000 m3 par an. Donc ça, ce sera effectivement la nouveauté d'ici fin d'année. Alors, les particuliers peuvent utiliser ces outils. On peut se créer un compte. La création de compte, elle est prévue également pour des particuliers. Mais d'un point de vue du code minier, la responsabilité de la déclaration revient bien au foreur. C'est bien de la responsabilité du foreur que de faire cette déclaration. Il est demandé, Hugo, quid des ICPE? Donc ça, c'est une question qui revient souvent, oui. Oui, c'est vrai. Les ICPE, donc, disons que les autres réglementations comme la loi sur l'eau, donc les forages IOTA par exemple, ne sont pas, Duplo n'est pas fait pour des déclarations ou des demandes d'autorisation de ces forages-là. C'est-à-dire que là, vous avez, je pense, une démarche à faire d'un point de vue autorisation environnementale via donc le guichet unique numérique. Donc ça, c'est une démarche qui est en parallèle. Donc, alors, la déclaration peut-elle être réalisée par le bureau d'études? Non, donc effectivement, ce que je disais, c'est que ça peut être le bureau d'études qui fait la déclaration. Ça, c'est à voir. Enfin, disons que ça se discute entre le bureau d'études et le foreur, qui est contracté par le bureau d'études. En tout cas, il est prévu que le déclarant puisse être le maître d'œuvre et pas forcément l'entreprise de forage. Vous verrez après dans la démonstration qu'on fait la distinction entre ces différents rôles dans la déclaration. Donc, éventuellement, si vous êtes foreur et que vous faites la déclaration, mais que pour le compte d'un maître d'œuvre et pas directement un maître d'ouvrage, vous pouvez également, dans la déclaration, préciser donc, qui est le maître d'œuvre. Bien, je ne sais pas si pour l'instant il n'y a pas trop d'autres questions, on va pouvoir passer à la démonstration. Alors, je vais faire la démonstration sur un site, sur le site en recette, c'est-à-dire ça permet c'est comme un bac à sable, ça permet de faire des démonstrations. Tu rafraîchisses ton navigateur, Hugo. Oui, ok. Je pense que tu devrais avoir une petite image où on voit la réunion d'ailleurs, sur la page d'accueil. Alors, du coup, je ne l'ai pas à jour, je vais le fermer. Et on va refaire. Tac. Tu fais un CTRL F5 de ton navigateur. Ouais. Tac. Voilà. Voilà. C'est mieux. Voilà, donc effectivement, c'est la dernière actualité, c'est le déploiement sur le territoire de la Réunion. Donc vous avez actuellement une
page d'accueil assez sobre qui regroupe, qui précise bien à quel titre on fait cette démarche de déclaration, donc au titre de l'article 401 du Code minier. Et on précise que ce service est actuellement accessible sur toute la France métropolitaine, ainsi qu'en Guadeloupe et à La Réunion. Vous avez ici quelques actualités récentes donc, liées au portail du PLO. Vous avez le bouton de connexion, de création de compte. Comme je vous disais tout à l'heure, on vous suggère fortement de saisir un compte générique plutôt que nominatif. Vous avez ici quelques informations réglementaires importantes donc, qui précisent justement bien que cette déclaration au titre du Code minier ne vaut pas autorisation de réaliser l'ouvrage si jamais il y avait d'autres réglementations qui s'appliquaient, que cette déclaration va être transmise en DREAL, en l'occurrence pour l'outre-mer, et que ça conduit à la création d'un code BSS. Alors, vous avez ici le bouton besoin d'aide qui est également présent dans l'interface après, une fois qu'on est connecté. Donc, pour toute question, n'hésitez pas surtout à vous connecter sur cette page assistance, BRGM Assistance dédiée à l'outil du PLO. Vous avez toute une série donc une foire aux questions ici. Et si vous n'avez pas trouvé la réponse, vous avez un formulaire de contact. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce moyen-là pour faire remonter vos questions. L'avantage, c'est que toute demande est tracée en interne chez nous, et donc on est beaucoup plus réactif via ce mode-là. Vous avez ici les imagettes là, qui renvoient sur les tutoriels vidéo. Donc, il y en a un sur la présentation de l'outil du PLO, une autre qui résume comment faire sa première déclaration, et puis une troisième vidéo sur la finalisation d'une déclaration à l'aide de l'outil Dialogue. Enfin, on rappelle deux éléments importants, c'est que si jamais vous souhaitez déclarer des puits ou forages à usage domestique, pour le moment, ils ne sont pas encore inclus dans du PLO, donc on vous renvoie vers le CERFA, et donc, qui est toujours en vigueur. Et si jamais vous êtes concerné par la géothermie de minime importance, à ce moment-là, on vous renvoie vers le portail de TéléGMI, puisque c'est celui-là qui est dédié à ce type d'activité. Voilà pour la page d'accueil. Donc, on va se connecter. Donc voilà à quoi ressemble le tableau de bord. Donc la première page, une fois qu'on est connecté, vous avez ici un tableau qui résume les différentes déclarations que vous avez faites ou que vous êtes en train de faire. Vous avez en haut un petit outil, un petit tableau avec des outils de filtrage, qui permet donc justement de filtrer le tableau qui est en dessous en fonction de certains paramètres. Pour des raisons de lisibilité, on peut le réduire, et donc voilà, ça permet d'avoir en termes d'affichage l'ensemble du tableau visible. Vous voyez qu'il y a 3 onglets sur ce tableau. Un onglet donc sous forme de tableur, un onglet sous format donc de cartographique, et puis un troisième onglet, donc déclaration qui me concerne. Ça, c'est pour dans l'exemple où vous êtes une entreprise de forage, vous pouvez bien sûr déclarer, mais comme il était demandé tout à l'heure dans le chat, si jamais c'est un bureau d'études qui a fait une déclaration, mais qui vous a identifié comme étant l'entreprise de forage, à ce moment-là, vous apparaîtrez ici sans être l'auteur de la déclaration, vous êtes quand même concerné. Chaque déclaration ici, chaque ligne est une déclaration, et vous voyez que vous avez un bouton plus en début de ligne qui permet en fait de voir les forages concernés par cette déclaration. Donc ici il y en a un, et puis on verra peut-être que sur un exemple, il y en aura plusieurs. Je vais peut-être en trouver d'autres, mais on verra ensemble. Vous avez plusieurs colonnes, donc le numéro de déclaration, le numéro de projet, commune, la date de transmission et de dernière modification. Et puis vous avez une colonne statut. Donc là, il y a une petite infobulle qui vous permet donc de comprendre ce qu'on entend par là. Donc il y a 4 statuts différents concernant les déclarations. Donc en cours, c'est simplement un brouillon de déclaration. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du processus, et donc c'est enregistré comme un brouillon, un peu comme quand vous faites votre déclaration d'impôt. Vous savez que vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment.
et puis le lendemain, recommencer à partir de là où vous êtes arrêté. C'est enregistré, mais à la fois, c'est pas encore envoyé à l'administration. Ben là, c'est le même principe. Donc, vous avez entamé une déclaration, vous ne l'avez pas encore transmise, néanmoins, les éléments sont enregistrés et donc vous pouvez les modifier, revenir dessus, la supprimer. Donc, c'est pour ça que vous avez ce statut en cours ici. Vous avez la dernière colonne qui correspond aux actions possibles sur cette déclaration. Vous pouvez soit la compléter, soit purement et simplement la supprimer, supprimer le brouillon. Donc ça, ce type de déclaration en cours, il n'y a que vous, en tant que déclarant, qui pouvez l'avoir. C'est-à-dire que l'administration, dans son tableau de bord, ne verra évidemment pas cette déclaration puisqu'elle n'est pas encore transmise. Et donc, une fois qu'elle est transmise, évidemment, le statut devient transmise. Et là, vous voyez qu'associé à ce statut-là, vous avez plusieurs boutons d'action possibles. La possibilité de visualiser la déclaration ou alors d'en télécharger le récépissé. Donc, normalement, ce récépissé, vous l'avez déjà reçu par mail, mais vous pouvez néanmoins le retélécharger ici. Vous pouvez déposer le rapport de fin de travaux, donc c'est finaliser finalement, finaliser dans du plot le dossier, et l'abandonner. Donc l'abandonner, ça veut dire annuler le projet, et à ce moment-là, donc ça va notifier les services de l'État et les autres acteurs, comme quoi cette déclaration ne sera pas suivie de rapport de fin de forage. C'est important de notifier ce cas de figure parce que ça évite qu'on attende après un rapport de fin de forage qui n'arrivera jamais. Et du reste, au bout de 6 mois, donc au bout de 2 mois, il y a une relance automatique qui est faite sur le modèle d'ailleurs de la TDGMI, donc pour vous demander si un rapport de fin de forage est bien prévu vis-à-vis de cette déclaration. Donc voilà. Et donc la finalisation, donc ça c'est soit en déposant un PDF, soit via Dialogue. Si on regarde donc le contenu d'une déclaration, ici on voit qu'il y a un forage avec, donc là on est au statut transmise, donc il y a un code BSS associé, une localisation, et pareil en bouton d'action, on peut ici donc voir les pièces jointes associées ou ouvrir le forage dans Dialogue. Voilà, en ce qui concerne le tableau de bord, il y a une possibilité d'exporter ce tableau de bord ici. Lorsque j'exporte, donc ça exporte au format CSV, qui est un format évidemment très standard en termes de tableur. Et lorsque j'ouvre cet export, vous voyez qu'en fait, en termes d'information, c'est beaucoup plus riche que le tableau de bord, puisque là, le tableau de bord à l'écran, qui est contraint par un aspect affichage, vous ne pouvez pas mettre toutes les informations. Mais là, vous avez beaucoup plus d'informations liées aux différents forages et aux différentes déclarations qui sont associées. Dans le visuel cartographique, on a repris ces statuts, les statuts de la déclaration, ça donne un code couleur en fait aux forages qui sont associés, et ça permet d'un coup d'œil de voir géographiquement où se situe son activité de déclaration. Alors, vous retrouvez tout en haut le petit logo du plot, le D en haut à gauche. Ça, à tout moment, ça vous permet de revenir sur cette page de tableau de bord. Vous retrouvez ici le bouton besoin d'aide, qui ouvre dans un autre onglet la page qu'on a vue tout à l'heure. Vous avez tout à droite ici le compte, ça peut se déconnecter ou aller accéder à son compte utilisateur. Et puis ici, donc la possibilité de déclarer. Donc là, soit un nouveau projet, soit de régulariser des ouvrages existants. Donc on a cette double possibilité. Si jamais vous êtes en train d'opérer sur un ouvrage qui est déjà existant mais inconnu, on va dire, de nos services, donc qui n'a pas de code BSS, vous pouvez profiter en fait pour régulariser l'existence de cet ouvrage-là, et ça permettra donc de bancariser. Donc on va donner l'exemple d'un nouveau projet. Donc, dans le cas d'un nouveau projet, la première chose qu'on nous demande, c'est notre rôle en tant que déclarant. Est-ce qu'on est le propriétaire foncier
le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre ou l'entreprise de forage. À chaque fois, on a une courte définition pour s'assurer que tout le monde, qu'on partage bien la même compréhension des termes. Plusieurs choix sont possibles, bien sûr. Si vous êtes l'entreprise de forage, mais aussi le maître d'œuvre, ça peut être une possibilité. Mais voilà, donc chaque case cochée permet évidemment d'éviter de ressaisir les informations qui sont finalement celles qui sont de votre compte utilisateur en tant que déclarant. Donc ça permet d'éviter de ressaisir des formulaires. Pour les besoins de la démonstration, je vais mettre les 4 cases, hein, ce qui est un cas a priori assez improbable, mais ça permet simplement de se concentrer sur l'essentiel de la déclaration. Et donc, le premier élément de déclaration, c'est la déclaration elle-même, ses caractéristiques. Donc, on vous demande un nom de projet. Un nombre d'ouvrages prévus, c'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il y a un seul ou plusieurs ouvrages prévus? Donc, admettons qu'il y en ait plusieurs. S'il y en a plusieurs, on vous demande quel est le lien entre ces ouvrages. Alors, mettons études hydrogéologiques, par exemple. Et puis, on vous demande la période envisagée donc, des travaux. Voilà, on met date. Et ensuite, l'objectif des ouvrages. Donc, quelle est la fonction? Est-ce que c'est pour de l'aménagement, l'exploitation, reconnaissance, stockage, surveillance? Alors, tous ces lexiques-là sont des lexiques qui sont ceux de la banque de données du sous-sol. Et pour tout ce qui est en lien avec l'eau, et notamment l'exploitation d'eau ou sa surveillance, c'est en lien avec le système d'information sur l'eau. Donc la directive Cendre qui est associée. Donc, c'est des lexiques qui sont en commun. Donc, mettons que ce soit pour l'exploitation d'eau, justement, et puis avec voilà, mettons. Donc voilà, donc vous avez tous ces différents lexiques. Vous pouvez naviguer dedans pour retrouver ce qui vous concerne. Et donc ensuite, on passe à la suite. Donc à chaque fois qu'il y a évidemment une petite étoile rouge, c'est des champs obligatoires. Ça, c'est quelque chose qui est assez classique sur les formulaires web. Et ensuite, on a donc la localisation des ouvrages. Alors par défaut, parce qu'évidemment, en termes de volume, on est beaucoup plus souvent sur des déclarations en métropole, le zoom est centré sur la métropole. Mais vous avez des imagettes ici qui vous permettent de vous recentrer tout de suite sur le territoire qui vous concerne. Donc là, on peut, d'un coup de clic, recentrer sur la Réunion, par exemple. Et donc, ensuite, avec la molette, on peut zoomer. Alors, vous voyez qu'au bout de ma souris, j'ai un pointeur bleu. Et donc, ça va me servir en cliquant. Ça va permettre donc de... Voilà. Donc, au fur et à mesure que je zoome, l'interface cartographique s'adapte. Donc, on a ici les images satellites et l'image aérienne. Et puis, on peut afficher également, donc c'est le cas ici, le cadastre. On peut également afficher les ouvrages BSS déjà connus. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre ici, ce qui peut éviter de prévoir un forage trop près d'un forage déjà existant. Si je zoome sur une parcelle ici, donc là, voilà. Et donc, en cliquant une fois, voilà, j'ai automatiquement les coordonnées qui s'affichent. Donc, j'ai créé un point de forage, c'est le point orange que vous voyez à l'écran. On va lui donner un nom. Voilà. Et caractéristiques. Donc là, je clique sur caractéristiques. Donc, quel type d'ouvrage il s'agit? Donc, forage, puits ou sondage. Chaque fois, vous avez des définitions, si jamais il y avait des doutes. Est-ce qu'il est vertical, incliné ou dirigé? Bon, la plupart du temps, on est sur des forages verticales. Donc, quelle longueur? Mettons 32 mètres. Et s'agissant de l'exploitation d'eau, on me demande le volume annuel et le débit de prélèvement. Je vais mettre, et je valide. Donc, une fois que ça c'est réalisé, donc vous voyez que j'ai rempli toutes les informations obligatoires. Si on connaît l'aquifère, on peut le sélectionner. Alors, on a couplé l'outil Duplo avec la base de données sur les systèmes aquifères. Donc, c'est une base de données qui est créée et gérée par le BRGM. Donc, vous pouvez en savoir plus en cliquant ici. Voilà, ça s'appelle la BD-LISA. C'est le référentiel hydrogéologique français et ça permet sur tout XY d'avoir une idée
verticalement sous nos pieds des différentes masses d'eau, des systèmes aquifères qui sont en sous-sol. Donc voilà, mettons. Alors c'est facultatif cette information-là parce qu'elle est assez technique, mais si vous avez connaissance, vous pouvez le renseigner. Alors, j'avais annoncé que j'avais plusieurs forages dans ma déclaration, et vous voyez que là, ici, j'ai par défaut une case cochée qui indique que j'ai une copie automatique des informations du premier ouvrage sur les suivants. Donc, si je décide de cliquer sur d'autres points de forage, automatiquement, les informations techniques du premier sont recopiées, et je n'ai finalement que le nom du forage en question a changé. Et vous voyez que c'est du coup très rapide. Il y a vraiment... donc à chaque fois, on met à jour bien sûr le X et le Y en fonction de là où on a cliqué. Donc là, on en a créé 4, ça marche avec 10, avec 20. Alors, on a noté qu'au bout d'un certain nombre, ça pouvait, d'un point de vue système informatique, être compliqué à gérer. Donc, on vous suggère de ne pas dépasser 20. Si jamais c'est plus que 20, il faut peut-être faire plusieurs déclarations quand même. Mais ça marche quand même globalement très bien si vous avez quelques ouvrages, qui est la plupart du temps, on en a rarement plus que quelques-uns. C'est très, très efficace. Donc, une fois que c'est réalisé, je passe à la suite. Et donc, vous voyez qu'on a donné ce qui était les informations de la déclaration et celles des ouvrages. Et donc là, on arrive à la synthèse, donc le récapitulatif des éléments de la déclaration, avec les références de la déclaration, ses caractéristiques ici, les ouvrages, les caractéristiques des ouvrages. Et donc, les 4 sont listés ici. Et donc, on a des boutons d'action. Si vous souhaitez donc associer votre déclaration avec des éléments d'une coupe technique ou une coupe géologique prévisionnelle dans Dialog, vous pouvez le faire ici, ou alors ajouter des pièces jointes, que ce soit un plan de localisation peut-être plus précis avec des éléments différents ou autre chose. Vous pouvez ajouter ici des pièces jointes. La seule contrainte sur les pièces jointes, en vue globale des outils, c'est que ça ne doit pas dépasser 10 mégas. Donc sinon, il n'y a pas de souci. Donc à ce stade, je peux retourner soit se marquer accueil ici, où je peux cliquer sur le D de Duplo, c'est pareil. Et voilà, vous voyez que la déclaration, elle est au statut en cours, c'est-à-dire que je ne l'ai pas encore transmise, mais tous les éléments sont bien enregistrés. Et donc je peux compléter. Alors là, j'ai un petit bug sur le... Voilà, un petit peu, mais ça marche bien. Et donc, je reviens rapidement ici sur le récapitulatif, et à ce moment-là, je peux transmettre. Alors, au moment de la transmission, on met ici un petit pop-up, un petit warning. C'est juste pour bien comprendre ce qu'implique cette transmission. Donc, ça permet, aujourd'hui, ça permet d'obtenir les codes BSS pour les ouvrages. Je vais y revenir juste après, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train c'est un élément qu'on est en train de modifier. Ça vous engage à poursuivre la procédure. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que une fois que vous avez transmis votre déclaration, vous voyez votre déclaration à l'administration. Derrière, il va falloir informer soit que le projet est abandonné, donc à ce moment-là, il faut l'indiquer dans Duplo, soit si jamais les travaux ont bien été réalisés, donc de déposer un rapport de fin de forage. Dans les deux cas, il y a une procédure qui doit être finalisée dans Duplo. On rappelle que ça ne vaut pas autorisation, c'est une déclaration au titre du code minier, mais si jamais il y avait d'autres démarches réglementaires à réaliser, cette déclaration ne les remplace pas. Et en cliquant sur valider, la déclaration est notifiée à la DAL ainsi qu'au service de l'État quand on fait la demande. C'est-à-dire que si vous êtes une DDT par exemple, ou une ARS, et que vous êtes intéressé, et que vous avez créé un compte Duplo sur ce périmètre administratif, vous allez également être notifié de cette déclaration. Et une chose importante, c'est qu'une fois transmise, la déclaration ne peut plus être modifiée. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'on met ce petit warning-là, c'est pour bien s'assurer que les éléments qui ont été saisis
son nom exact, parce qu'ensuite on ne peut plus être modifié. Si par exemple vous vous rendez compte que c'était pas le bon maître d'ouvrage, parce que il y a 2 dossiers qui se ressemblent et que du coup, dans ces cas-là, il va falloir annuler, donc abandonner cette déclaration et la recommencer. Il ne sera pas possible de la modifier. Donc j'attire votre attention là-dessus. Donc là, je valide. Donc il y a tout un processus qui va créer les codes BSS actuellement, générer le récépissé en PDF, envoyer les notifications. Donc tout ça prend un petit peu de temps. Vous avez cette barre de défilement. Et puis ensuite, on vous ramène directement au tableau de bord et vous voyez que cette déclaration, elle est bien passée au statut transmise. Et puis elle est bien là. Et si on ouvre, on a bien les 4 ouvrages. En l'occurrence, ils ont donc bien les codes BSS, les identifiants BSS associés. Donc tout est OK. Alors, on est en train de revenir, donc prochainement, on va modifier ce processus sur les identifiants BSS parce que justement, comme il est régulier que ces déclarations ne soient pas suivies d'un rapport de fin de forage, mais soient abandonnées pour une raison X ou Y, finalement, ça génère des codes un peu pour rien. Ça vient sans raison polluer une base de données. Et finalement, on va revenir finalement à une époque antérieure où ces identifiants BSS étaient fournis au moment du dépôt de rapport de fin de forage. Donc c'est quelque chose mais ça fera l'objet bien sûr d'une communication lorsque ça sera mis en place, afin de ne pas surprendre les utilisateurs, on va dire, habitués de Duplo. Mais donc c'est quelque chose qui sera modifié dans les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà en ce qui concerne la démonstration de l'outil. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Oui, donc il y a juste une seule question qui concerne la numérotation BSS. Donc j'essaie de... ça parle du quel format sera utilisé. Alors, pour moi, je peux répondre. En fait, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul format qui est utilisé, en tout cas qui est créé. Donc, c'est les identifiants qui commencent par BSS, puis une suite de chiffres. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question, elle veut peut-être préciser sa question dans le chat. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il y a pas d'ambiguïté. On le voit d'ailleurs à l'écran, là, les identifiants VSS qui s'affichent. Là, ils auront ce format-là et c'est le seul format qui est utilisé. Si peut-être qu'il y avait une référence aux anciens forages qui ont été créés, donc c'était avant 2016, je crois, quand le format de l'identifiant BSS a évolué. Donc ceux-là sont des ouvrages historiques et eux ont effectivement, on va dire, une double numérotation. Mais pour tous les nouveaux, on reste bien sur ce nouveau format. Il n'y a pas d'autres questions. Ah, si, tiens, ça. Tu vois les questions? Ou tu veux que je te le dise, Ouais, si tu dois switcher l'écran? Ok, donc une autre question, c'est si cadre réglementaire IOTA ou ICPE, est-ce que la numérotation doit être demandée via Duplo? Alors oui, effectivement, la numérotation, l'identifiant BSS, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas d'identifiant BSS créé lorsqu'on fait une déclaration IOTA ou une demande d'autorisation IOTA. C'est effectivement quelque chose l'articulation n'existe pas aujourd'hui. On est en discussion avec le ministère pour voir comment améliorer les choses, mais bon, c'est pour l'instant à l'étape de discussion. Mais donc aujourd'hui, effectivement, la plupart des DDT, notamment, demandent à ce qu'il y ait une déclaration en parallèle sur Duplo pour obtenir ces codes, ces identifiants BSS. Donc c'est aujourd'hui effectivement une démarche en plus. Et on souhaite à terme que ça vienne converger. Donc on verra dans quelle mesure ça sera possible
Mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. C'est vraiment des discussions très récentes avec le ministère à ce sujet. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, D'accord. on peut enchaîner peut-être avec dialogue. De toute façon, si vous avez d'autres questions, voilà, on y répondra après, que ce soit sur n'importe quel aspect réglementaire ou n'importe quel outil. Très bien. Bah écoutez, alors oui, on en reparlera après s'il y a besoin. Donc une fois que vous avez réalisé vos travaux, donc on se place dans la situation où les travaux sont réalisés et donc à ce moment-là, vous pouvez associer, donc soit vous déposez donc ici vous déposez le rapport de finaliser la déclaration. En fait, c'est soit vous déposez un fichier PDF, donc un rapport de fin de travaux fait par vos soins, soit vous accédez à Dialogue pour le réaliser. Alors voilà, donc là je clique sur Dialogue, ça ouvre dans un nouvel onglet cette interface Dialogue, et vous voyez que on a récupéré l'information donc concernant le forage F1 avec son code BSS. Donc vous avez un récapitulatif de ce qui concerne l'ouvrage. Donc sur cet écran-là, tout est en grisé, il n'y a rien qui est saisissable parce que c'est un récapitulatif. Ça permet de vérifier que toutes les informations qui proviennent de la BSS, du PLO sont bien OK. Et donc ensuite, on a des informations générales concernant l'identification de l'ouvrage, sa localisation, et donc dans ces écrans-là, on va voir donc des champs modifiables cette fois, puisqu'on peut imaginer qu'entre le projet, c'est-à-dire ce qui a été déclaré initialement, et ce qui a finalement été réalisé, il y a évidemment des modifications possibles. Ça peut être en rapport avec les dates du projet. Ça peut être le nom le nom du forage lui-même si on lui a donné un nom différent, sa profondeur, voilà, et sa position également, la localisation. Donc il y a des choses qui sont modifiables, c'est-à-dire que ce qui fera foi in fine, c'est pas la déclaration initiale, c'est le rapport de fin de forage. Si vous aviez déclaré initialement 32 mètres, mais que c'est finalement l'outil a coincé, vous êtes allé qu'à 27 mètres, ou inversement, il a fallu pousser jusqu'à 35 mètres pour trouver la cible. Donc c'est quelque chose qui est modifiable, et c'est ce rapport de fin de forage-là qui fera foi. Donc c'est la même chose pour la localisation. Voilà, un petit souci de projection, mais on retrouve bien, là on peut également zoomer, on va retrouver l'interface cartographique et la parcelle sur laquelle on avait ciblé le forage, les coordonnées, donc vous voyez, sont modifiables également. Voilà. Et donc ensuite, pour commencer à remplir le rapport de fin de forage, on a donc le journal des travaux. Donc ça fait donc de la même façon que sur les formulaires du PLO, on a aussi ce système d'astérisque rouge qui permet de visualiser ce qui est obligatoire ou pas. Et vous voyez que là, c'est un tableau qui est obligatoire à remplir pour faire le rapport de fin de forage. Donc il faut indiquer ici, alors, je peux je vais vérifier. Hop. Les dates, 28, je ne mets pas de bêtises, mais donc que ça va être. Et donc vous allez. C'est là, je vais le mettre. Voilà, vous enregistrez la ligne, donc à partir du moment où c'est enregistré, donc c'est ce tableau-là, vous avez renseigné une ligne, donc lorsque vous voudrez
générer le rapport, normalement, ça va contrôler qu'il y a bien au moins une ligne dans ce tableau, donc ça va être bon. Pour la description technique, de la même façon, vous avez un tableau qui est obligatoire, c'est la méthode de foration. Éventuellement, les équipements et annulaires et remplissages ne sont pas forcément, ne sont pas obligatoires si jamais c'était un trou qui était resté nu. Donc, méthode de foration, bon, alors ici, vous avez alors la saisie, elle se fait en cliquant dedans et ensuite on peut, avec la tabulation du clavier, passer d'une colonne à l'autre. Pour le diamètre du forage, vous pouvez saisir en millimètres, automatiquement ça convertit en pouces, ou vous pouvez faire l'inverse, ça convertit dans l'autre sens. Puis la méthode de foration, vous avez ici tout un lexique qui est le même que celui que vous aviez dans GES4 pour ceux qui connaissent l'outil. Et de la même façon pour les flux, tous les lexiques utilisés dans cette rubrique description technique sont identiques à ceux de GES4. Donc normalement, pour ceux qui connaissent l'outil GES4, ils vont facilement s'y retrouver. Voilà, donc on ajoute une ligne. Donc je vais aller faire simple. On va faire et on va mettre voilà. Alors, et puis on peut ajouter des équipements, mettre des annulaires, des remplissages, et des remplissages associés. Et vous avez sur la partie supérieure de cet écran, de cette rubrique, la possibilité de modifier le niveau 0 de référence. Donc là, je vous explique en 2 mots, c'est que en fait, il peut arriver que vous ayez besoin de décaisser le niveau du sol ou au contraire d'établir une plateforme de forage, auquel cas, éventuellement, votre point de repère, le 0 de repère, n'est pas forcément le niveau du sol. Et donc, ça permet éventuellement donc, de corriger en précisant quelle hauteur par rapport au sol vous prenez comme référence. Donc, par défaut, évidemment, c'est le sol, c'est le cas quand même le plus courant. Et puis, vous pouvez ici voir la coupe technique. Donc, quand on clique dessus, il y a un nouvel onglet qui s'ouvre et il y a un petit bug, avec normalement, quand ça se passe bien, c'est les joies de la démonstration, la coupe technique qui se dessine dans ces nouveaux onglets. Bon, là, ça ne marchera pas pour aujourd'hui, mais lorsque vous expérimenterez, vous verrez que vous pourrez dessiner cette coupe technique. C'est le genre de coupe que vous avez en visuel, si je vous la remontre, voilà, ici, vous voyez à l'écran. Donc, une coupe technique complète, symétrique, qui vous montre tout l'aspect diamètre, équipement, tubage, et annulaire et remplissage, tout ça avec les différents codes, symboles et le descriptif associé. Pour la géologie, c'est la même chose. Vous avez ici un ensemble de tableaux dont seulement le premier est obligatoire. Donc lithologie. Alors lithologie, c'est en fait la nature des terrains. Donc on vous demande de décrire quelle est la nature des terrains traversés. De la même façon, donc 0, donc là on met les cotes. Ici le descriptif, donc c'est la colonne obligatoire de ce tableau-là. Donc c'est du texte littéral. Vous pouvez mettre terre, je sais pas moi, terre argileuse, par exemple. Alors, donc, et alors, si vous enregistrez ici, si jamais le premier mot est un mot reconnu par les lexiques, il va automatiquement se renseigner ici. Et puis, je vais mettre, donc ensuite, on peut mettre... pas s'embêter. Donc, la réunion, donc a priori, on ne va pas trop se tromper en mettant ça. Voilà. Donc, les informations, vous pouvez décrire, évidemment, si vous voulez mettre... vous pouvez mettre
pouvez mettre plein de choses si vous le souhaitez. Voilà. Ici, vous pouvez mettre, par exemple, voilà, vous pouvez mettre des éléments. Enfin, vous pouvez renseigner tout un tas d'informations. Donc, c'est de la même façon, vous pouvez donc détailler la géologie. Ce qui est obligatoire, c'est de donner votre descriptif littéral dans cette colonne-là. Les autres tableaux donc sont facultatifs. Celui-là n'est pas encore activé, donc ce sont les formations géologiques, hein, si c'est des alluvions par exemple, ou si c'est le sol, si c'est le socle rocheux, etc., etc. Et ici, vous avez un tableau qui concerne les âges. Donc là, vous pouvez renseigner les âges géologiques des terrains. C'est vraiment facultatif. Hein, vous avez accès même ici à une charte, une échelle des temps géologiques pour vous aider. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment facultatif. De la même façon, vous pouvez modifier le niveau de zéro de référence du sol ici, voir la coupe géologique. Bon, je ne sais pas si ça va fonctionner. Non, ça c'est le même appel, hein, normalement. Donc, ça va ouvrir de la même façon une coupe géologique. Si je reviens sur le PowerPoint, hein, ça va informer, ça va donner ce type de visuel, hein, donc avec des symboles, des figurés qui sont on va dire, standards par rapport au type de roche que vous rencontrez. Donc voilà, donc description technique, description géologique, et ensuite vous avez tout un ensemble de rubriques concernant les tests et mesures faites sur l'ouvrage. Donc ça peut s'agir de diagraphie, donc des mesures physiques, hein, que vous faites avec l'aide de sondes, les venues, donc voilà, diagraphie, venues d'eau. Donc, dans cet onglet-là, donc si vous rencontrez des venues d'eau au cours de forage, vous pouvez les informer ici. Vous avez également la possibilité d'enseigner le niveau piézométrique statique que vous avez relevé donc à l'issue du forage. Et puis, vous avez des rubriques ici concernant les pompages d'essais, les essais de puits ou les essais de nappe. Donc, ce sont des rubriques où on peut donc là, c'est lié à un autre outil du BRGM, hein, pour ceux qui ont l'habitude de faire ces pompages. Le BRGM met à disposition gratuitement un outil qui s'appelle WEP pour outils d'aide à l'interprétation des pompages. Et donc là, vous avez ici un lien, hein, sur la page qui concerne cet outil. Je vous laisserai découvrir. Et c'est possible d'importer donc des fichiers que je vais importer. Voilà, donc si on télécharge, si on importe un fichier, ça vient remplir automatiquement les tableaux de mesure. Et vous voyez que automatiquement la restitution graphique de ces essais est visualisable ici. Et puis, ça fournit, en l'occurrence, cet outil-là fournit des paramètres donc hydrogéologiques en fonction d'un modèle d'interprétation. Donc, vous avez coefficient d'emmagasinement, la transmissivité, donc tout ça est fourni donc à l'aide de cette interface. De la même façon, pour les diagraphies, vous pouvez, j'espère que ça va marcher, je sais plus lequel il faut prendre. Vous pouvez télécharger des diagraphies, donc on ne prend que des formats .las, qui sont des formats comment dire, pétroliers, donc je ne suis pas certain que ça soit effectivement très souvent utilisé, mais ça permet donc de renseigner les forages à l'aide d'autres types de mesures. Et on a des outils ici donc de visualisation de ces données. Donc avec donc ici dans les symboles d'action ici, donc générer voilà avec cet outil de visualisation graphique les différentes diagraphies présentes dans ce fichier-là.
Voilà, quelques exemples de tests et mesures donc, associés avec l'outil Dialogue. On est en train de travailler donc avec d'autres collègues sur un nouveau module qui serait en lien avec les outils, avec les tests géotechniques et les tests in situ, donc les paramètres de forage d'une part, des tests donc CPT ou SPT, enfin donc de pressiométrie. Donc ça serait voilà, donc ça c'est une évolution à venir de l'outil Dialogue et qui nous permettra, j'espère, de faciliter les échanges avec cette communauté technique donc, de forage que sont les forages géotechniques. Vous pouvez aussi associer d'autres données, hein, si jamais, donc sous format de pièce jointe. Donc une pièce jointe, donc voilà, on peut ajouter une pièce jointe au dossier, on va dire Dialogue, en précisant voilà, type de données, de quel type de données il s'agit. Et donc là, vous avez le choix de l'ajouter ou pas au rapport de fin de forage. Voilà, je vais l'enregistrer. Donc ça, c'est des pièces jointes qui sont donc associées, on va dire, au rapport, soit de format numérique, enfin PDF, je veux dire, qui sera généré, soit directement au format numérique ici. Et ensuite, tout en bas de l'écran, vous avez ici la possibilité de générer une coupe globale, enfin une coupe qui combine plusieurs éléments saisis. Encore une fois, je ne suis pas certain que ça va marcher parce que voilà, on a un petit souci aujourd'hui avec l'outil des coupes et la possibilité de générer le rapport. Donc là, comme j'ai déclaré un forage entre le 20 et le 28 et qu'on est le 10 juillet, ben forcément, il ne comprend pas que je puisse faire un rapport de forage puisque on est dans les dates antérieures. Mais donc voilà, en tout cas, on peut générer un rapport de fin de forage au format PDF et qui vient reprendre l'ensemble des tableaux de données saisies et également les coupes associées. Je ne sais pas si ça va marcher puisqu'on a un petit bug avec les coupes justement aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, une mise en page assez sommaire. Hein, pour le moment, on n'a pas encore un visuel sur la première page qui soit très satisfaisant à notre sens, mais on y travaille. Et puis l'ensemble des informations, vous voyez ici, qui sont concaténées, avec une carte de localisation. Bah, vous voyez que là, les coupes sont saisies. Alors évidemment, j'ai fait quelque chose de très simple avec vous, donc c'est pas forcément très beau visuellement, mais vous avez les informations. Et vous voyez les hiérarchies, une coupe globale, générale, avec l'ensemble des informations. Et donc, ça, c'est... alors, j'ai pas mis dedans la pièce jointe, sinon elle serait venue en annexe du rapport. Voilà un petit tour d'horizon de l'outil. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que je n'étais plus du tout sur le... Oui, il y a une question qui concerne l'obligation de saisie dans les champs de description géologique, notamment la couleur. Donc, tu peux peut-être reprendre une minute pour Bien sûr. Alors, non, parler vous voyez que sur le tableau, la seule... alors, c'est vrai que j'ai insisté sur le fait que quand on avait un astérisque rouge, c'était un tableau obligatoire. En fait, ensuite, dans les tableaux, ce qui est obligatoire, c'est là où vous avez un petit onglet rouge avec une étoile blanche, un astérisque blanc. Donc, en fait, dans le tableau lithologie, ce qu'il faut remplir, évidemment, ce sont les profondeurs, ça c'est logique, et puis uniquement la description littérale. Si vous souhaitez remplir les informations complémentaires, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire, ça n'empêche pas en tout cas de construire, de renseigner le tableau et de faire votre rapport de fin de forage ensuite. Donc, en fait, l'intérêt de remplir les constituants ou la couleur, les qualifiants, etc., c'est que ça va aider sur
la coupe géologique qui est construite. Si vous n'avez pas ici les constituants, par exemple, le symbole de basalte, hein, il est indiqué parce que ici j'ai basalte. Même si vous avez écrit basalte ici, si c'est pas indiqué ici, ça visuellement on le verra pas sur la coupe. Donc l'intérêt, on va dire, de renseigner ce qui est là, c'est d'un point de vue du rendu visuel de la coupe géologique. Mais ça ne sera pas bloquant, voilà, d'un point de vue du processus du rapport de fin de forage. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que c'était ça. On peut peut-être quand même insister sur le fait, de dire que pour nous, ça reste quand même très important que ces champs constituants, couleurs, qualifiants, composants soient remplis, puisque ce sont ces champs-là qui utilisent derrière des lexiques standardisés BRGM et qui nous aident à mieux structurer l'information et aussi dans la diffusion de ces informations, notamment par exemple sur Infoterre. Ce sera des choses qui seront d'autant plus importantes. Donc effectivement, on a rendu uniquement le champ de description obligatoire pour une facilité d'usage, mais derrière, les autres champs sont à la fois nécessaires pour pouvoir générer une coupe avec notre outil, et puis en termes de bancarisation, voilà, de la donnée, de standardisation, c'est quelque chose on aimerait que tout le monde utilise. Alors, il y a une petite... tu ne l'as pas montré, mais quand on saisit un terme dans le champ description qui est un terme qui est connu des lexiques, donc par contre, il faut que ce soit une valeur exacte, le champ constituant se remplit automatiquement. Ah, on va le refaire. Là, juste pour montrer, parce que la question était si on clique sur une couleur, une palette est proposée. Alors, j'avoue que la suggestion est intéressante. Donc, c'est vrai nous, on a travaillé sur la base des saisies, on va dire, de texte. Donc, en fait, si vous saisissez les premières lettres, vous voyez que ça vous propose une série de mots. Donc, en l'occurrence, dans la description, j'avais mis basalte gris sombre à galets. Donc, si vous tapez gris, GRI, vous voyez gris, grisâtre, grisé. Donc, mettons que ça soit grisâtre. Et voilà, donc ça vous permet donc, on n'a pas comment dire, un choix par palette de couleurs, mais en tout cas par terme, normalement, sur les termes les plus courants, évidemment, vous allez trouver normalement un terme de couleur qui vous convient. Et si on doit effectivement refaire une démonstration, alors je vais modifier ici, puis on va mettre 30, et puis voilà, on va mettre 32, puis là on va mettre alors je crois que pour que ça soit visible, il faut que ça soit enregistré en fait, ça ne remplit pas automatiquement. Quand j'enregistre, c'est à ce moment-là que ça remplit le constituant automatiquement s'il est effectivement le même. Mais si jamais je recommence et que j'écris mal le mot, c'est vrai que si j'écris adnésite, par exemple, dans des it, et que j'enregistre, là, il va enregistrer, mais il ne reconnaît pas, parce que j'ai fait une petite erreur de frappe, il ne va pas reconnaître le mot. Donc voilà la différence. C'est vrai que à l'enregistrement de la ligne, on va pouvoir vérifier que le premier mot ici, enfin que le mot est connu, et à ce moment-là, s'il fait partie du lexique du BRGM, on va pouvoir l'indiquer. Si c'est un terme, je ne sais pas si vous avez des noms de roches, une façon locale de l'appeler, peut-être qu'il ne sera pas dans le lexique, c'est possible, et auquel cas, ça ne sera pas reconnu, mais ça fera comme ici, on verra votre descriptif, qui lui, c'est votre saisie à vous, et puis là, il y aura effectivement rien indiqué. Du coup, toujours sur le même tableau, une personne demande qu'est-ce qui est entendu par le terme qualifiant. C'est vrai que ça, c'est des choses qui reviennent et je pense qu'il faudrait qu'on améliore un petit peu, nous, on pourrait peut-être mettre un exemple, par exemple, très parlant pour que ces intitulés soient compréhensibles. Alors, quand on passe, alors je ne l'ai pas montré, mais quand on passe sur l'intitulé
de la colonne. Ça explique. Alors, c'est vrai que peut-être qu'il faudrait qu'on mette un symbole, petit point d'interrogation, quelque chose qui fasse qu'on ait plus le réflexe d'aller se positionner dessus. Là, l'interface fait que c'est pas évident qu'on ait une explication. En fait, il se trouve que voilà, vous avez des explications sur les intitulés des colonnes en fonction donc voilà de là où je passe. Donc constituant, on explique ce que c'est. Qualifiant, donc un qualifiant, c'est un adjectif en fait. Donc quand vous dites terre argileuse, normalement, le qualifiant c'est argileux. Donc là, je peux mettre par exemple si je tape ARG. Donc là, vous voyez qu'il y a tout un tas de termes possibles. Donc je vais continuer argi, et donc là, le premier, j'ai argileux. Voilà, donc là, je peux le sélectionner. Composants, ça va être des éléments constitutifs de ce que vous avez décrit. Par exemple, quand j'ai écrit basalte gris sombre à galets, donc galet, c'est un élément, on va dire, constitutif de ce terrain. Donc c'est pour ça que je l'ai trouvé ici. Voilà. Donc ce sont encore une fois des colonnes facultatives. Nous, ça, on va dire que l'intérêt pour le BRGM, c'est qu'on bancarise de l'information qui est plus facile ensuite derrière pour interroger une base de données plutôt qu'un texte libre. Donc ensuite, il faut sélectionner des forages qui contiennent des galets, on pourra le faire plus facilement comme ça, plutôt que avec le texte libre. Mais vous avez également la possibilité donc de rester sur le texte, sur la descriptif littéral, et le plus important, c'est si jamais vous avez un terme qui effectivement est reconnu dans les constituants, ça va permettre pour vous d'avoir une coupe géologique avec un figuré associé et qui soit donc du coup un rendu visuel plus intéressant. Non, il n'y a pas d'autres questions à ce stade. Ok, on a battu les records de vitesse en termes de webinaire. À moins que Sébastien, tu vois quelque chose que j'aurais oublié de mentionner. Non, je crois qu'on a fait le tour. On a mentionné les évolutions qui vont arriver, donc notamment sur les forages domestiques d'ici la fin de l'année. Petite modification d'organisation de génération de l'identifiant BSS, ça aussi qui devrait arriver, mais bon, autour desquels il y aura de la communication. Donc là, oui, effectivement, là sur l'environnement de test que vous montrez, il y avait un petit souci pour générer la coupe géole, mais vous l'avez quand même vu quand il y a eu un rapport de générer. Donc ça, c'est des choses, en fait, pour dire que ce soit Duplo et Dialogue, ce sont des outils qui sont, on va dire, vivants, sur lesquels nous, on intervient régulièrement pour faire des petites modifications, des ajouts, et il peut bien sûr de temps en temps y avoir des petits soucis techniques, donc nous, on surveille ça de près. Avec un objectif de fournir vraiment un outil, en tout cas des outils les plus simples pour vous dans leur utilisation, et puis qui vous rendent vraiment le meilleur service. Et voilà. Vous avez aussi pour Dialogue le bouton besoin d'aide, avec également l'assistance dédiée à Dialogue, avec la même chose, une foire aux questions et le formulaire. Donc de la même façon que pour Duplo, il ne faut pas hésiter à utiliser ce bouton d'assistance pour faire remonter si vous avez des difficultés d'une part, ou s'il y a un bug, par exemple là sur la génération de la coupe, là c'est effectivement si vous rencontrez ce type d'anomalie, même si vous avez éventuellement des suggestions comme ça a été fait dans l'espace de chat, n'hésitez pas à nous faire remonter tout ça via ce canal. On a encore une fois un support dédié, donc qui est efficace et qui répond dans les meilleurs délais qu'on puisse penser pour un outil gratuit. Donc, en tout cas, qui s'attache à répondre à toutes les demandes. Donc, surtout, n'hésitez pas à les utiliser. Il y a des questions qui viennent d'arriver là. Du coup. Ouais. Alors,
Je les prends dans l'ordre. Donc, la génération du rapport vaut-elle enregistrement? Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, à partir du moment où on génère le rapport de fin de forage, alors là, comme on avait une sorte de conflit de date, ça s'est pas fait en direct, mais normalement, comme j'ai cliqué ici sur finaliser avec dialogue, et normalement dans dialogue, j'avais dit faire le rapport de fin de forage ici. Donc, en générant le rapport de fin de forage, à ce moment-là, dans Duplo, donc là, je vais juste refermer, on bascule et on vient ici, vous voyez, il y en a un exemple ici de déclaration finalisée. Donc, ça modifie le statut de la déclaration dans Duplo. Et on ne peut plus ni modifier le rapport de fin de forage, ni, voilà, il n'y a plus d'action, en tout cas au niveau ici de Duplo, sur cette déclaration. Donc, effectivement, c'est pour ça aussi qu'on a mis en place la possibilité de faire des rapports de travail ou enfin voilà. Donc, si jamais vous vouliez par exemple voir ce que ça donne, vous pouvez utiliser cette option de rapport de travail. C'est une espèce de brouillon, quoi, un peu un draft de votre rapport, et ça permet de voir un peu le rendu sans que derrière ça vous bloque pour continuer la saisie. Donc voilà, ça c'est effectivement important de le préciser. Ouais, du coup, là, je crois que tu viens de répondre à la dernière question qui vient d'être posée. On ne peut pas générer pour contrôle. Alors, effectivement, si vous pouvez générer des Voilà, c'est rapports ça, prévisionnels sans que ça ait tout à d'influence fait. sur le workflow déclaratif. Voilà, c'est Voilà. Donc voilà, et il y a d'autres questions. Je remonte un petit peu. Voilà. Alors, les entreprises ayant des forages pour de la surveillance souterraine doivent-elles faire cette déclaration? Alors oui, dès lors que l'ouvrage fait plus de 10 mètres, on est tenu de le déclarer. Donc c'est pour ça que quand on fait ici, par exemple, si je reprends un exemple là, vous avez ici dans la fonction la surveillance. Surveillance, donc ça peut être un piézomètre, qualitomètre. Vous avez tout un tas de possibilités. Et donc, effectivement, vous voyez ici, c'est à ce niveau-là que ça se définit. Ce sera effectivement pas de l'exploitation, mais de la surveillance. Et donc, c'est bien prévu dans les différents cas d'usage, on va dire, de ces forages. Ouais, encore une autre question sur Duplo. Dans la déclaration régularisée des ouvrages existants, il est demandé des renseignements sur le MOA et notamment le SIRET. La personne rencontre des difficultés car le SIRET n'est pas, a priori, n'est pas reconnu. Alors, on nous demande si on a déjà eu ce genre de Ah, remontée. le SIRET, Alors, ah oui. normalement, donc enfin, tu peux te mettre sur la page pour que tout le monde voit. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil Duplo, pour récupérer les informations des entreprises, en fait, voilà, j'attends que Hugo se Ouais. positionne sur la bonne page pour que les explications soient plus claires. Donc là, on est sur une régularisation, donc on met des dates antérieures. Alors, après, vous n'êtes pas obligé de connaître la date exacte, mais c'est juste d'un point de vue logique calendaire. Je vais mettre vraiment le premier truc. Hop. Et donc, effectivement, voilà. Donc là, Voilà, donc là, voilà, donc ça, c'est des étapes qu'on n'avait pas montrées dans la première démo pour aller plus vite. Mais donc là, on doit renseigner les informations par exemple, des maîtres d'ouvrage. Donc, pour pré-remplir le formulaire, il y a la possibilité de rechercher par le SIRET. Donc, il faut saisir le SIRET d'une entreprise, cliquer sur le bouton rechercher, et à ce moment-là, en fait, l'outil Duplo, lui, il va aller interroger une base de données des sociétés et récupérer les informations de la société correspondante au SIRET saisi. Donc, si là, pour le cas qui est mentionné, ben, si on est en train de le tester, je sais pas, tu as récupéré un SIRET par ailleurs? après, ah, mais oui, non, mais il n'est pas au bon format. Il manque des numéros. Donc, enfin, voilà, en fait, typiquement, déjà, il faut que le SIRET, voilà. Donc là, ça a bien fonctionné. Bon, on est sur un environnement de test, donc les valeurs sont pas exactes, mais en tout cas, il faut effectivement que le format du SIRET soit le bon.
que le SIRET soit un vrai SIRET. Donc, il se peut qu'il y ait un vrai souci, hein. Donc, à ce moment-là, ben, il faut, comme indiqué, passer par le formulaire de contact et nous, on ira vérifier pourquoi ça bloque. Si vous faites Ça, si vous faites un oui. copier-coller, souvent, entre le passage d'un système à un autre, les copier-coller dans les formulaires web, c'est pas ce qui marche le mieux, hein. Je vous parle d'expérience. Donc, faites bien attention, voilà, à la saisie dans ces champs-là, de ne pas prendre bon, normalement, on a mis beaucoup de contrôles, hein, mais il peut y avoir On des n'est pas petites à choses l'abri non plus. voilà, qui sont pas visibles, des petits espaces, des Oui. petits caractères invisibles, ce genre de choses. Donc, Ce qui peut être mal géré, ça peut être des entreprises qui ont été éventuellement fusionnées ou changées de raison sociale, ou alors des implantations. Donc, on a parfois une différence entre le numéro de l'implantation ou de la maison mère. Enfin, donc, ça peut être des choses comme ça. Donc, à voilà. voir. Donc, Mais cette n'hésitez pas à fonctionnalité vous servir du formulaire d'assistance, hein, dans ces cas-là, en et donnant cette un maximum fonctionnalité, d'informations. ouais, je disais la fonctionnalité de recherche là par le SIRET, elle est là pour aider, pour faciliter la saisie. Mais en fait, vous pouvez saisir l'ensemble des informations directement. Voilà. Et il y a encore eu d'autres questions. Alors, une question là, qui c'était plus sur dialogue. La question était les minéraux identifiés dans la roche, Ah, alors, est-ce qu'il faut plutôt les saisir dans constituant ou plutôt dans composant? euh, les minéraux, donc c'est vrai que les minéraux, c'est plutôt des composants de la roche. Si par exemple on veut dire que c'est un basalte avec de l'olivine dedans, donc on va sélectionner ici le minéral qui va bien. Parce qu'en fait, le constituant, on va dire, c'est vraiment le terrain qu'on traverse. Et on va rarement traverser de l'olivine pure. Enfin, ça n'arrive pas, donc du coup, on a rarement un nom de minéral. Ça peut arriver s'il y avait un filon, par exemple un filon minéralisé de quartz, par exemple, un filon de quartz, donc on pourrait saisir effectivement. D'ailleurs, du reste, si je fais la saisie, donc là je vais valider ici, mais que je ressaisis ici quartz, normalement, il devrait voilà, il valide et il reconnaît ça comme étant possible. Mais c'est vrai que si j'avais saisi Olivine, il va le prendre aussi, je pense. Mais bon, non, il l'a pas, il l'a pas. Hop, peut-être que j'enlève. Voilà, il le remet. Mais parce qu'on a ici, on va dire que sur cette colonne-là, on a branché plusieurs lexiques, hein, de roches, de minéraux. Mais disons qu'un basalte à olivine, c'est sûr que ça sera plutôt du coup dans les composants. Généralement, quand on dit que c'est une roche avec ça dedans, donc le A ou avec, on est plutôt sur une notion de composant, quoi. C'est ça, hein, pour résumer. Donc voilà, il n'y a pas d'autres questions. Il y a juste une petite remarque qui concernait les ouvrages où il y avait de la surveillance. Voilà, c'est écrit que si les ouvrages font déjà l'objet d'une surveillance, c'est encadré par un arrêté préfectoral. Donc, bon, je ne connais pas ce cadre réglementaire particulier, mais Alors, donc là, je pourrais peut-être préciser la question. Disons que on va dire que la surveillance elle-même, c'est pas dans Duplo on va dire qu'on renseigne la surveillance elle-même, hein. Mais par contre, le forage qui a été fait pour la surveillance, donc ce piézomètre par exemple, s'il fait plus de 10 mètres, c'est un ouvrage donc de plus de 10 mètres qui doit être déclaré au titre du code minier. Donc dans ces cas-là, effectivement, la déclaration sur Duplo est nécessaire. Mais effectivement, ensuite, les relevés de piézomètres qui sont faits, qui doivent être ensuite fournis à l'administration, c'est pas Duplo qui va être l'outil pour transmettre ces informations-là. On est bien d'accord, hein. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais Donc, une dernière demande. Donc, alors, serait-il possible de voir sur une coupe, sur le rapport, comment apparaissent les venues d'eau? effectivement,
si je mets une venue d'eau, alors le problème c'est que comme on peut plus voir les coupes, ça va pas marcher là. Mais bon, alors je vais vous montrer. Je sais pas si on va le voir sur la zone ici. Non, par contre, comme tu as fait une déclaration de régularisation, tu n'es peut-être pas allé jusqu'au bout. Non, pourquoi? Ça te permet de jouer avec les dates et de générer plus facilement le rapport de fin de forage, en fait. Oui, alors après, disons que si je réédite un rapport de travail ici, si je le réédite, mais en fait, oui, alors pour répondre en tout cas à la question, on a sur la coupe, on va avoir une colonne qui va s'appeler venue d'eau, où on va isoler les intervalles, donc ça sera coloré en bleu, hein, tout simplement, mais les intervalles où les venues d'eau arrivent. J'espère qu'on va le voir ici. Voilà, bon, bah là, elle n'est pas colorée. Bon, ça, il y a un petit défaut sur le rendu, mais en tout cas, c'est indiqué ici. Et normalement, on doit avoir ici venue d'eau 15 à 18 mètres. Alors, c'est peut-être parce que je n'ai pas renseigné j'ai fait le strict minimum obligatoire, mais c'est vrai que j'aurais pu mettre ici des informations. En tout cas, vous allez avoir ici l'information complémentaire sur la venue d'eau, donc entre 15 et 18 mètres ici en l'occurrence. Bon, de toute façon, on voit bien là. Il reste encore une question. Donc, concernant la déclaration de piézomètre, doit-elle se faire une seule fois sur la plateforme Duplo, ou y a-t-il des données à renseigner de manière régulière? Alors, le piézomètre, donc Duplo, hein, c'est vraiment lorsqu'on réalise le forage, quelle que soit, on va dire, sa fonction, hein, donc on réalise le forage, il est équipé pour un piézomètre. Ensuite, si vous avez des données régulières à relever et à transmettre à une administration, ça ne se fait pas évidemment avec Duplo. Ça, donc soit il y a des relevés à faire de manière annuelle ou mensuelle, je ne sais quoi, et donc ça c'est fait manuellement ou par télérelève. Mais tous ces éléments-là, en tout cas, ils sont Duplo ne gère pas cet aspect-là. De la même façon, lorsque j'ai parlé de mesures de test, par exemple des pompages, pour faire des pompages d'essai. Si jamais ensuite c'est mis en production et que donc il y a une production liée à ce forage, c'est pas Duplo qui va faire un suivi de la production. Enfin, c'est vraiment, on est là pour Duplo pour déclarer l'ouvrage et Dialogue pour donner les caractéristiques de l'ouvrage et éventuellement des tests et des mesures qui sont faites sur l'ouvrage, son équipement. Mais ensuite, tout ce qui est, on va dire, la vie de l'ouvrage, c'est des chroniques de mesures. C'est pas Duplo qui va. Alors, on peut mentionner, éventuellement, ça peut être, si jamais vous avez fait plusieurs mesures de niveau piézométrique, si par exemple vous en avez deux saisons différentes, c'est possible de le renseigner ici. Mais c'est un peu une exception. En tout cas, il n'y a pas de prévu qu'on mette des chroniques de mesures au travers de l'outil. En tout cas, il faut bien distinguer Duplo, qui est vraiment le portail administratif pour déclarer l'ouvrage au titre du code minier, et ensuite Dialogue, qui est là pour renseigner techniquement donc la technique de l'ouvrage, enfin, tout son équipement, et puis les informations géologiques des terrains traversés, les informations éventuellement hydrogéologiques ou autres qui sont associées. J'espère que je réponds correctement aux questions. N'hésitez pas à reformuler si jamais j'ai mal compris les questions. Non, bah là, je crois que voilà, on a plus d'autres questions. Je crois qu'on a fait le tour de toute façon. Très bien. Bon, bah, à ce Alors, moment-là. peut-être juste une toute dernière, parce que là, effectivement, on vient d'ouvrir le service pour la réunion. Donc, on
n'est pas à l'abri qu'on ait des petits retours de la part des déclarants sur des petits dysfonctionnements. Enfin, il n'y a pas de raison, hein, mais je préfère être prudent sur le fait que voilà, on soit dans une autre zone géographique différente de la métropole. Donc bon, de toute façon, le service était déjà ouvert pour la Martinique, oui, c'est ça. Non, la Guadeloupe, excusez-moi. Donc après, nous, techniquement, il y a pas vraiment de raison que, enfin, il y a pas de grosse différence. Mais si jamais vous constatiez des petits problèmes, bah, voilà, encore une fois, faut surtout pas hésiter à nous remonter toutes ces informations-là. Oui, si on reprend juste rapidement un petit point que je n'ai pas évoqué spécialement. Donc, une personne qui demande si la présentation sera mise à disposition, oui, suite au webinaire, mon collègue, il vous transmet toutes ces informations, également donc la présentation et l'enregistrement de ce webinaire. On peut, j'ai pas précisé qu'on pouvait aussi localiser manuellement, hein, c'est-à-dire qu'on peut, on va dire que la sélection, la localisation par clic sur la carte, c'est une façon de faire. On peut aussi saisir directement des coordonnées. Alors, je ne veux pas me relancer dans une démonstration complète, mais c'est juste pour vous attirer votre attention que par défaut, comme on gère aussi bien la métropole que les Outre-mer, on a fait un choix que par défaut, on définit le mode, le système de référence spatial comme le WGS 84. Sachant en effet que très souvent, vous travaillez évidemment sur le système de référence local. Donc, en ce qui concerne la Réunion, vous serez sans doute sur voilà, l'UTM zone 40 Sud. Donc, il est saisissable, bien sûr. Vous pouvez préciser que c'est ce mode-là. Mais sachez que par défaut, ça sera le WLS 84. Donc, c'était juste voilà, un petit aparté sur l'aspect localisation des ouvrages. Voilà, alors oui, donc effectivement, à l'issue de ce webinaire, moi je transmets la présentation PowerPoint et il y aura également un lien pour télécharger l'enregistrement du webinaire, si jamais vous souhaitiez le diffuser auprès de vos collègues. Voilà. Et vous pouvez, vous créer dès maintenant un compte utilisateur du Plot. Alors, je profite parce que si jamais il y a des services de l'État, une petite précision, aujourd'hui, la création d'un compte du Plot, et par défaut, on est déclarant, c'est-à-dire en termes de profil. Donc, si vous êtes un service de l'État, à ce moment-là, vous créez votre compte. Vous vous connectez une première fois, ce qui permet d'activer le compte, nous, en base de données. Et ensuite, vous nous envoyez un petit mail. Pour l'instant, c'est un peu manuel. Et nous, on va modifier manuellement justement votre profil pour vous associer un profil service de l'État. Et que donc à votre deuxième connexion, vous verrez cette fois que vous serez en haut à droite, il y aura marqué service de l'État. Et donc, vous serez donc sur ce profil-là. Donc, pour être notifié des déclarations qui seront faites sur le périmètre administratif qui vous concerne. Voilà, je ne sais pas si Sébastien, tu avais autre chose à ajouter là-dessus. Non, je crois que c'est bon. On a répondu à toutes les questions et puis on a fait la présentation. Parfait. Écoutez, merci en tout cas à tous pour votre participation. J'espère que cette présentation des outils va vous aider en tout cas à les prendre en main. Et donc, je vous souhaite de bonnes déclarations avec du Plot. Et en tout cas, une bonne journée à vous. Merci beaucoup.